Salut, c'est l'ordi. Allez, de quoi qu'on va parler aujourd'hui? Eh ben allez, je vous laisse deviner. Quand on en a plein, on est heureux, et quand on en manque, c'est la galère. Bah non, on va pas parler d'argent, hein, quoique avec ESG, ça tourne toujours autour de ce sujet-là. Mais nous allons parler des emblèmes. Alors, bienvenue dans l'épisode Emblème Noblème. Donc en préambule, on peut voir un petit peu l'objectif de ces emblèmes. Eh bien, de prime abord, ça sert à améliorer les stats du héros, mais aussi à acquérir une nouvelle compétence. Cette compétence, on appelle ça un talent. Et tout ça est réparti sur 20 niveaux. Donc on peut prendre un exemple, Monk Snowfold, Feu Snowfold, où effectivement vous avez une arborescence avec différents niveaux et différentes choses que vous pouvez acquérir. Bien, mais tout ça évidemment ça a un coût. Alors on va voir ça tout de suite. Eh bien, pour monter, maxer un 3 étoiles, il vous faudra 233 emblèmes. Pour un 4 étoiles, 505 emblèmes. Et pour un 5 étoiles, balam balam, 1500 emblèmes. Et oui, c'est assez balèze. Alors, si on va voir dans le détail des jambons, eh bien, en équivalent de formation d'un camp 20, si vous avez plein de stocks dans votre camp 20, eh bien, le jambon nécessaire à maxer un 3 étoiles, ça équivaut à 3 camps 20, 3 entraînements. Pour un 4, 8, et alors là, pour un 5 étoiles, 21 camps 20. Si on regarde un peu sur le fer, eh bien, l'équivalent de travail d'une mine, eh bien, c'est colossal. Et oui, je vous superpose le truc, etc. Et bah, ça coûte une blinde, mais SG a tout compris. Ils ont prévu les emblèmes dorés qu'on peut avoir dans des tomes, avec de la chance, qui vous permet de limiter cet impact. Donc 233 emblèmes pour les 3 étoiles, 505 emblèmes pour les 4 étoiles et 1500 pour les 5 étoiles. Évidemment, ces emblèmes dorés, on ne les utilise que pour les 5 étoiles. Il n'y a pas de sens à gagner 40 emblèmes pour un 3 étoiles à ce niveau-là. Voilà. Donc, maintenant, on peut aller voir un petit peu les différentes classes. Effectivement, chaque héros est réparti en 10 classes. Les barbares, les rangers, les sorciers, les moines, les ecclésiastes, les paladins, les combattants, les druides, les magiciens, les voyous. Après, dans le détail avec des personnages, eh bien, on se rend compte que quelle que soit la couleur, quelle que soit l'utilité du personnage, ils sont tous répartis à peu près de manière non pas cohérente, mais répartis tout court dans les différentes classes. Ainsi, vous allez trouver des soigneurs ecclésiastes, des soigneurs voyous. Je me demande bien, vous voyez. C'est peut-être l'une des classes où, de prime abord, je vois pas un soigneur voyou. Mais bon, vous en trouvez des utilitaires dans toutes les classes, des attaquants dans toutes les classes, des multifrappeurs dans toutes les classes. Donc, en soi, il n'y a pas d'homogénéité. Bien, si on s'approche maintenant des talents, et oui, chaque classe a son propre talent. Alors, on se retrouve effectivement, vous le connaissez, hein, ces différentes classes. On avait parlé des sorciers sur un épisode sur la mana, où ce pouvoir de retarder permettait justement de ralentir un adversaire. La compétence résister, bah, on la connaît bien, hein, qui résiste aux effets négatifs, la fameuse baisse de défense que vous mettez sur un June par exemple, et hop, même pas cap. Ou le bouclier de mana des ecclésiastes avec notre fameuse mer Nord, où vous voulez lancer en Hansel et vous vous retrouvez comme un imbécile parce que hop, elle a activé son talent. Et oui, ces différents talents se déclenchent, bah, comme c'est marqué, hein, vous avez plus 35%, plus 30% pour la blessure, etc. Donc bah, c'est aléatoire, mais une fois qu'il est déclenché, eh bien, pour certaines fois, eh ben, c'est trop tard. On peut noter quand même que le paladin, lui, a ses 25%, qui est plutôt honnête.
Le percé dont vous servirez quasiment jamais puisque c'est quand même assez rare de vouloir aller attaquer quelqu'un qui a du renvoi. Par contre, derrière un bonus défensif, d'augmentation de défense, oui, ça peut servir, mais vous n'allez pas aller chercher cette compétence-là. Ce talent, pardon. Et puis comme il restait aussi 2 autres classes, nous avons les fameuses esquives du voyou. On connaît bien, hein, la Marjana qui esquive, le maudire avec des dégâts supplémentaires du magicien. Bien. Là est arrivé avec les dernières mises à jour les super talents. Et oui, les super talents qui sont dédiés aux saisons 1, emblémés jusqu'à 20. Eh bien, là par contre, on se retrouve, eh bien, on prend chez le barbare, on va passer de plus 30% à plus 50%. Il est à noter aussi que du coup, on a le cumul des dégâts de saignement du barbare. C'est entre autres pour ça que vous entendez en ce moment le fait de dire ouais, sur Titan c'est pas mal. Et ben oui, un cumul, vu qu'effectivement on part quand même sur 60% de dégâts, certes sur 5 tours, mais cumulé, ça peut valoir le coup. On se retrouve avec Percé qui augmente aussi, on passe de 25% à 60% de contourner les effets défensifs. Et d'un autre côté, on augmente avec des dégâts de saignement. Pour le retardé du sorcier, et là c'est plus 60%. Alors on peut se dire, ah ouais, mais Cadillac Costume, elle est sorcière. Donc après tout, 60% en plus de pouvoir diminuer la génération de mana de quelqu'un, eh bien c'est pas mal du tout. Effectivement, c'est pas mal du tout. Et le moine aussi bénéficie d'une augmentation de ses chances de résister aux effets négatifs, avec en porte-clés 100% de dégâts. Pour les autres compétences, eh bien, je vous le donne en mille. Le bouclier de mana devient plus 60%. Alors là, effectivement, ça commence à faire un sacré sujet, mais la suite de la compétence est encore plus forte, les effets négatifs sont renvoyés au lanceur. Vous avez certainement vu une vidéo de Subarix précisant effectivement l'utilisation, essayant du reste, d'utiliser le Rigard ou Sabina Costume sur du Alfric. Bon, je sais pas, moi je tenterai pas en GDA, je préfère pas. C'est quand même 60%, il reste quand même 40%, quoi. Mais pour le coup, sur un Rigard qui lui est censé cleanser, ça peut quand même être intéressant. Quand même. Si vous n'avez pas d'autre choix, c'est effectivement une stratégie qui peut être payante. Protégé, du coup, on se retrouve de 25 à 50%, et avec une hausse de 10% de santé. Le ressuscité, celui-là, il est trop fort, n'est-ce pas, avec Elena par exemple, hein. On passe de 30 à 35, bon, ça c'est pas top, mais par contre, gagner 50% de mana supplémentaire, et ben ça c'est très fort. Surtout que on se rend souvent compte que c'est à répétition le ressuscité. Donc voilà, ça peut devenir impactant au final. Le compagnon des druides devient surpuissant et on passe à 45% de chance d'invoquer un sbire. Donc quand même, là, on peut effectivement conclure sur le fait que ce sont des super talents. Ah bah ouais, mais il me reste encore nos deux copains, des voyous et des magiciens. Eh bien, le voyou gagne 10% et en plus, les alliés, ils profitent de l'esquive. Ça, c'est énorme.
Et pour maudire, on se retrouve avec 50% de chance de dissiper les bonus de la cible, ce qui, vous l'avez vu, rend certains héros qui font du renvoi assez, enfin plus facile à battre pour le coup, hein. En particulier sur les derniers héros qui font du renvoi en saison 5 et en Asmia, et puis dans les chevaliers dont j'ai oublié son nom. Je l'ai monté à 2,60, ouais, à 2,60, et puis je me suis arrêté là. Je me suis dit que ça valait plus le coup. Vous avez un bon Kirill qui ferait le job, donc à quoi ça sert, hein. Vous avez Kirill ou vous avez Grand Mec Costume, donc bon. Et du coup, ça fait quand même un certain nombre de talents qui sont quand même très très forts, qui sont devenus très très forts et qui justement revalorisent nettement les saisons 1. Allez, on va attaquer la partie de l'arborescence. On va aller dans le vif du sujet. Donc, prenons toujours notre cas de Monk Snowfall. Là, si on regarde dans le détail, eh bien, chaque niveau est composé soit d'une augmentation du talent, en vert, hein, soit une augmentation de la défense, des points de vie, de l'attaque, des coups critiques, de la mana ou de l'augmentation des soins. C'est en rouge. Et en rose, violet, mauve, enfin que sais-je, eh bien là, ça concerne aussi la défense, les PV ou l'attaque, mais c'est au prorata des caractéristiques du héros. Donc, chaque arborescence est spécifique à la classe. Si on va voir un peu la mana dans tout ça, et comme je l'ai dit, il y a des possibilités d'augmenter la vitesse de déclenchement des héros dans une vidéo précédente sur la mana. Eh bien, alors dans le détail, on peut aller voir, hein, là, on se retrouve par exemple sur des héros qui vont être plus économiques comme les rangers et les voyous, où vous n'aurez besoin que d'un niveau 8. Donc du coup, pour un 5 étoiles par exemple, eh bien vous n'avez besoin que de 520 emblèmes pardon, pour pouvoir assurer le bonus mana. Par contre, eh bien ce ne sera un bonus que de 2%. Et dans les autres points éminemment positifs, on se retrouve avec le sorcier, le moine et le druide, nos fameux MSD, là, qui permettent de gagner 4% de mana. Mais par contre, c'est au niveau 20. Donc, pour en revenir sur les rangers et les voyous, bien, c'est quand même assez intéressant, parce qu'il y a ce niveau-là, il permet quand même de renforcer un petit peu son héros. Alors, dans mon esprit, c'est surtout pour les 5 étoiles. Les 4 et 3 étoiles, à la limite, si vous faites toutes les quêtes, etc., vous allez rarement, vous avez la possibilité d'avoir vos 505 ou vos 233 emblèmes. Ça peut se faire assez facilement. Mais d'une manière générale, eh bien, c'est une alternative à l'utilisation du héros assez rapidement. Alors personnellement, moi j'ai le cas avec les Rangers, hein, entre Tétis, Bastet, Alazi, Finlay, oui, je voudrais bien prendre un abonnement aux Rangers, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Allez, du coup, on va repasser sur les extraits de la vidéo précédente où effectivement on pouvait gagner le fait d'être sorcier, moine ou druide nous faisait gagner des niveaux de troupes le cas échéant, dans la mesure où on partait sur un principe de déclenchement en CS. Dans tous les cas, dans tous les cas, prenez systématiquement la mana. Il ne faut pas se poser de questions. Même si vous avez des troupes colossales, etc., 2%, c'est déjà 2% de prix.
Donc il faut pas. Je vais vous donner un exemple. Au tout départ, quand j'ai eu Gardien Chacal, je l'ai monté. Je me suis dit, bah non, mais il est très rapide. J'ai pas besoin de lui mettre les 2%, parce que la plupart du temps, ça va marcher. Et en fait, je me rends compte, ça marche la plupart du temps, sauf en ruée. Et ce héros-là, il met toujours essentiel en ruée. Et le fait de ne pas lui avoir donné les 2%, bah, m'oblige à lui mettre une grosse troupe mana alors que elle serait beaucoup mieux à un de mes snipers. Donc mana obligatoire. Donc effectivement, les 4% des moines en particulier, pardon, vous permet de ne pas avoir besoin de troupes, ne pas avoir besoin de troupes très rapides, donc pour les tournois. Maintenant, les bardes modifient effectivement cette notion-là. Je vous renvoie éventuellement sur la vidéo de Chou sur la mana qui part sur la notion de pourcentage, qui est maintenant effectivement, si vous travaillez régulièrement avec des druides, qui est certainement le résumé le plus efficace. Pour les voyous, bah, c'est pareil. Bon, normalement, vous connaissez un peu le principe. Allez, je vous remets quand même le slide correspondant avec les troupes magiques. Ainsi, voilà, bon, ça vous donne un petit retour sur le sujet. Donc, en somme, eh bien, par rapport à la mana, bah, évidemment, on aime les classes qui donnent de la mana, hein. C'est le principe. Donc nos amis druides, moines et sorciers. Eh bien maintenant on va attaquer un peu le sujet des chiffres. Donc merci Bertrand Renard, au revoir. Donc si on part sur un héros moyen, d'ailleurs à ce propos je remercie Subarix de m'avoir refilé les stats moyennes pour l'exemple de la vidéo. Donc effectivement, on peut partir sur une hypothèse de stade moyenne pour les 3, 4 et 5 étoiles. Alors évidemment, si vous avez des héros qui viennent de sortir, vous n'êtes pas sur ces stats-là, hein, fortiori. Mais il y a grosso modo, en moyenne, vous allez quand même vous retrouver avec une stat sur laquelle on peut essayer d'aller tirer des moyennes et se dire qu'est-ce que ça donne dans la réalité. Alors, du coup, si on fait le calcul de l'ensemble des combinaisons, eh bien, on peut retenir ces maximums-là, en fait. Donc, on va se retrouver effectivement avec du 112 d'attaque pour un ranger, 236 de PV pour un barbare 5 étoiles, etc. etc. Bien, j'avoue que c'est pas ce qu'on fait de plus parlant, donc hop, on va sortir un histogramme. Donc là, en théorie, c'est censé sauter aux yeux là. On est d'accord, hein? Bon allez. Eh bien, le sorcier est le meilleur défenseur en termes d'emblème. Devant tout juste le paladin. Le magicien, qui l'eût cru, notre ami Kirill, hein, est le meilleur attaquant, loin devant tout le monde. Et les meilleurs en point de vie sont les ecclésiastes et les moines. Donc, en fait, on se retrouve, là je vous remets... Allez, hop, 4 étoiles. On se retrouve, que ce soit du 5, 4 ou 3 étoiles, sur à peu près les mêmes
les mêmes formes d'histogrammes, hein, les meilleurs restent les meilleurs, etc. Par contre, les écarts diminuent en fait, puisque grosso modo, comme je vous le disais, c'est que vous avez des niveaux de talent ou enfin des niveaux d'emblème où vous allez être au prorata des caractéristiques. Donc a fortiori, sur un 5 étoiles, ça aura plus d'impact que sur un 3 étoiles. Donc si on en revient à notre super petit tableau là qui va vous dégoûter de la comptabilité, eh bien, le ranger, le combattant, le magicien et le voyou font partie des meilleurs attaquants vis-à-vis de leur arborescence. Le sorcier, le paladin et le combattant, eux, par contre, font partie des meilleures défenses en termes d'emblème. Et en dernier lieu, les meilleurs PV sont attribués à l'ecclésiaste. 300 points de vie quasiment, quoi. Le moine, le sorcier, le ranger et le barbare, et n'étant pas dégueu. Bien. Une fois qu'on s'est dit ça, il faut bien aborder le fait que, en fonction de votre héros, eh bien, il serait peut-être intéressant d'orienter certaines caractéristiques plutôt que d'autres. Eh bien, je me suis amusé à faire les combinaisons pour voir quels meilleurs duos peuvent peut-être être valorisés. Eh bien, on se rend compte qu'effectivement, donc les classes ont quand même des dominantes, hein. Le ranger est un dominant, a une dominante d'attaque, hein. Au même titre que le magicien. C'est pas pour rien que le magicien avait les meilleurs stats d'attaque en cumul. Eh bien, on se rend compte que on peut optimiser, voire même maximiser dans certains cas, d'autres éléments des caractéristiques. Ainsi, le ranger, eh bien qu'il soit très orienté attaque dans son arborescence, eh bien, on peut lui maximiser sa défense et ses points de vie. Alors certes, dans son cas, il n'a que, on peut qu'aller à 90 de défense, mais on peut quand même aller à 222 de points de vie. Donc c'est pas inintéressant. Après, le druide, de la même manière. Le druide, lui, n'a pas vraiment de dominante de classe, mais par contre, on peut maximiser son attaque et sa défense. Ce qui fait de lui, du coup, un bon attaquant. Puisque c'est ça qu'on recherche pour un attaquant, c'est de lui donner de l'attaque et c'est lui donner de la défense. Le voyou, par contre, effectivement, est d'une meilleure peut-être orientation. Le voyou, lui, on arrive à lui maximiser à peu près sa défense et ses points de vie. Et plus on va descendre vers les 4 et les 3 étoiles, plus on aura de possibilités. Pareil, vu qu'il y a un rétrécissement en termes d'impact des pourcentages sur les caractéristiques au niveau des seuils des emblèmes. Donc là, dans les faits, on peut jeter un coup d'œil, hein. Voilà, on parlait du voyou. Eh bien, le voyou, j'arrive à trouver en défense plus points de vie, à lui trouver 112 de défense et 180 de points de vie. C'est pas dégueulasse, 112, hein. Alors c'est bien moins que le combattant ou le paladin qui ont 156, 148, mais toutefois, ça prend compte. Du coup, on se retrouve, si on prend notre paladin, puis on arrive à avoir 138 de défense et 150 de PV, ce qui est quand même pas tout à fait au seuil max de ce qu'il pourrait avoir. Mais après, c'est l'arborescence qui veut ça. À un moment, il faut faire des choix. Mais par contre, à contrario,
vous arrivez quand même à lui trouver un profil d'attaque, c'est la dernière ligne, avec quasiment 100 points d'attaque, pour 100 points de défense, pour 100 points de PV. Et ça, c'est intéressant. Mais là, il y a un truc qui saute aux yeux, quoi. C'est le sorcier et l'ecclésiaste. On n'arrive pas à avoir d'autre chose que ça. Eh bien, en fait, non. Donc, c'est pour ça, je vous le dis, l'ecclésiaste est la plus mauvaise classe du jeu. Et oui, l'ecclésiaste est orienté des points de vie et ça disperse énormément au niveau du reste. C'est-à-dire que pour l'attaque plus la défense, si on regarde, 75 d'attaque, ouais, ok, bon, c'est pas génial, quoi. Pour 112 de défense, ouais, ok. Si on veut en faire un pur attaquant, eh ben on aura 82 d'attaque, ouais, 72 de défense, ouais, et 150 PV. Donc, grosso modo, on arrive à avoir des trucs tout nuls. Donc oui, c'est pas forcément le barbare le plus nul de la team, hein. C'est peut-être l'ecclésiaste. Bien, allez, si on fait un exemple d'application, on va partir sur un personnage spécifique, tiens, Kélil, 4 étoiles, etc. Bien, Kélil, on part sur 675 pour 686 pour 935 en termes de stats. Si on le compare aux stats moyennes, on voit bien que quand même, ça pêche à un endroit, c'est-à-dire les points de vie. Et ce déséquilibre de points de vie, à un moment, il n'est pas rattrapable, quoi. Quand on vous dit privilégier la défense, il faut dans les chemins d'emblème, vous entendez ça dans les vidéos, etc., etc. Attention, c'est-à-dire que les points de vie sont essentiels quand vous avez quand vous recevez des attaques normales de la part de la défense ou quand vous êtes attaqué par des CS qui sont multifrappeuses, enfin par des multifrappeurs. C'est-à-dire que l'impact réel de la CS, l'impact de votre défense est moindre que l'impact sur vos PV. C'est-à-dire que si vous avez 5% de plus de défense, ça ne va pas compenser 5% de vos PV. Et à un moment, il vous faudra plus de défense face à des snipers, puisque eux, ça va être exponentiel. Ils vont être à 400, 500% d'attaque. Donc là, effectivement, il vous faut une défense qui tienne. Mais sur le long terme, que ce soit de la même manière face à des sbires ou à des dots, etc., n'oubliez jamais pardon, que les points de vie sont quand même nécessaires, quoi. C'est un élément central, quoi. Peu importe d'avoir 0 de défense, le principe c'est toujours avoir des points de vie, quoi. Donc, dans le cas de Kélil, oui, vous aurez, il faudra tâcher d'augmenter ses points de vie parce que elle a déjà des stats de défense qui sont plutôt honorables, donc ça marche bien. Mais rien ne vous empêcherait d'avoir de la lancer en sniper, en 100% attaque, ça reste des stats très acceptables. Un 4-5 étoiles, notre ami Morel, eh bien, on regarde. Morel, par excellence, il est dans la stat moyenne. Eh bien, lui, par contre, comment on va analyser le truc? Eh bien, en fait, au travers de sa CS. Il baisse la défense, il attaque tous les ennemis. Eh bien, en fait, on veut qu'il fasse plusieurs fois sa CS, hein. Donc, on aura tendance à vouloir le renforcer en défense. Il a des stats de points de vie qui sont honorables, donc on va peut-être pas aller chercher ça. Et par contre, c'est un multifrappeur, oui, on veut qu'il ait un peu plus d'attaque. Par contre, un Morel où on orienterait le truc que sur l'attaque, à mon avis, c'est pas forcément judicieux dans la mesure où il ne fait que 180% sur tous les adversaires. 180, c'est pas très impactant quand même sur le principe. Une Sartana,
on regarde ses stats, bah là on voit que Sartana, heureusement qu'il y a un peu de PV, quoi. Les PV sont moyens, le reste c'est un peu ouf. Eh bien, déséquilibre en attaque, déséquilibre en défense, eh bien on aura tendance à lui donner plus d'attaque et plus de défense. Ça tombe bien les magiciennes. Mais par contre, lui faire un full attaque, eh ben, avec 736 de défense, au vu de la méta actuelle des héros qu'il y a en face, non, la Sertana, elle tient pas, elle tiendra pas. Vous pourrez la jouer en attaque, mais si vous l'avez pas déclenchée au bout de 5 tours, elle est morte. Allez, on va terminer avec le meilleur de tous, notre ami Bane. Bien. Bon, Bane, il est pas trop mal dans les stades moyennes. Bon, il est un peu faible, mais pas tant que ça au final. Eh bien, lui, on peut se dire, bah oui, je l'utilise contre Maléficarme parce que au moins, si je lui mets l'aveuglement, je survis. Ok, mais dans ce cas-là, en fait, Bane devient un héros utilitaire. Donc, vous allez le monter en def plus PV. Par contre, si vous voulez de lui qu'il fasse le boulot de finir ou d'entamer de manière importante les héros, eh bien, ce sera le profil d'attaquant qu'il vous faudra. Pour Kara, eh bien là, on se retrouve pile poil quasiment dans les stades moyennes, comme Morel. Eh bien, elle, par contre, hop, on regarde sa CS, et sa CS, qui est provoquée, eh bien, de facto, c'est de la def plus PV qu'on va aller chercher. Bien que en attaque plus PV, pardon, vous ayez quand même une masse de PV assez importante. Mais vu qu'effectivement elle décuple sa propre défense pour résister au CS, à juste titre, il ne faudra pas aller chercher bien loin pour aller emblémer d'une certaine manière cette héroïne. Bien, on va finir un peu par parler des costumes, parce que les costumes ont une particularité. Et oui, vous avez moyen, pour un seul héros, d'avoir 2 classes, 2 compétences, et autant de caractéristiques que vous avez de costumes. Eh bien, il y a des astuces et il y a des pièges. Et les pièges, je les nomme Kirill, Mélandor, Rigard, Tyrum, mais n'hésitez pas, si vous en avez d'autres, vous les mettez en commentaire. Eh bien, ces héros-là sont dans des configurations où les 2 classes ne sont pas raccords. C'est-à-dire que si vous en montez qu'un, eh bien, il sera déséquilibré dans son costume ou dans sa version de base. Mais vous ne pourrez pas avoir la poire et le fromage. Donc là-dessus, les Tyrom et les Kirill, je vous invite à en monter 2. Les Rigards, si vous pouvez, pareil. Je dois avouer que moi, Mélandor, la version de base, j'utilise jamais. J'utilise tout le temps le costume, donc en GDA égaliseur, c'est peut-être quand j'en ai besoin, je vais rarement utiliser la version costumée, à juste titre. Mais bon, avec de nouveaux costumes, etc., peut-être qu'on pourra faire de nouvelles combinaisons, etc. Mais en l'état, attention, ces classes ne sont pas compatibles. Donc ça vous fait des décalages et ça peut être impactant. Hein. D'un Kirill qui costumé est à 700, est à 800, un peu plus de 800 de défense, vous tapez une version de base à 700 de défense. C'est plus du tout la même chose, quoi. Donc voilà, c'était l'épisode emblème no blème. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter ou à faire des critiques constructives toujours, évidemment. Mais ça,
Je sais que vous êtes des personnes raisonnables. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez besoin de renseignements, si, voilà, en fait, n'hésitez pas et du coup, n'oubliez jamais de mettre la mana sur le bon niveau, de faire attention à vos costumes et puis, n'hésitez pas à utiliser vos saisons 1 parce que les super talents, c'est du costaud. Allez, à bientôt tout le monde. Salut.